Mesdames, Messieurs, Mademoiselle, bonsoir. Moi, je vais être assez court, pas très long. Je ne vais pas discourir comme certains politiques peuvent le faire. 1980, les émeutes en France. On découvre une partie de la jeunesse qui n'est pas tout à fait blanche. Cette jeunesse qui ne demandait qu'à avoir sa place dans cette société. Une jeunesse qui a émergé dans l'espace public. Une jeunesse qui a interpellé la République. Une jeunesse qui lui tendait sa main. Reconnaissez-nous, appliquer l'égalité entre tous les citoyens, c'était ça l'essentiel pour nous dans les années 80. Nous vivions des situations difficiles. Souvenez-vous, dans les années 80, il n'était pas bon d'être maghrébin. Tous les jours, nous avions un mort. Si certaines personnes ne s'en rappellent pas, c'était la situation à l'époque. Toufik Ouanès à la Courneuve, 9 ans. Ahmed Boutelja à Lyon, Marseille, Toulouse, Tours, de partout. C'était une situation extrêmement difficile où cette jeunesse qui avait 18 ans, 20 ans, pour une grande partie dans ce quartier est de Lyon, qui était en échec scolaire, n'avait aucune perspective d'emploi, de logement et autres. Alors, ces jeunes, que devaient-ils faire? Rester à tenir leur mur dans leur quartier qui commençait à déserter, parce que c'était un grand ensemble, la Vénissieux des Minguettes. Dans les années 80, c'était un quartier où il y avait beaucoup de monde, et au fur et à mesure des années, les gens commençaient à partir, et ce quartier s'est vidé, et restait que ceux qui n'avaient pas les moyens de partir. Alors cette jeunesse désœuvrée, forcément, elle était observée et vue d'un regard un peu particulier. Que vont-ils faire? Ils ne travaillent pas, ce sont des délinquants, c'est ceci, cela. Alors forcément, la violence commençait à naître. Aux Minguettes, à Vénissieux, pendant des années, nous avions assisté à des affrontements entre une partie de cette jeunesse et les forces de police de la commune. Donc les émeutes, elles ne sont pas nouvelles depuis 2005, elles ont existé à l'époque. Alors se posait une véritable question, comment se faire entendre? Quels moyens utiliser pour interpeller la République? Leur dire on est là, on existe, on a envie de vivre comme tout le monde, et on a envie que la dignité, nous aussi on est dignes. Donc de manière spontanée. Pourquoi? Parce que ces jeunes-là n'étaient pas... on n'était pas politisés du tout, on était des enfants. Alors, d'une manière spontanée, on a réagi. Et la première initiative qu'on avait prise au printemps 83, c'est de faire une grève de la faim. On arrête de restaurer parce qu'on veut vous interpeller. On a eu la visite à cette époque-là des élus locaux qui ont commencé à s'intéresser à nous. Et c'était la toute première fois qu'on avait rencontré des maires. Moi, j'ai rencontré pour la première fois de ma vie un maire en 81. Je ne savais même pas ce que c'était et la fonction d'un maire. Aujourd'hui, avec le temps, je le sais. Donc, de manière spontanée, ces jeunes se sont rassemblés. Au fur et à mesure du temps et des rencontres, nous avions compris qu'il fallait nous organiser, qu'il fallait nous rassembler et qu'en union de forces, on pouvait arriver à quelque chose. C'était difficile. Ces jeunes se sont retrouvés et est née l'association SOS Avenir Minguettes. Au printemps 83, SOS Avenir Minguettes était née. Alors, qu'est-ce qu'elle proposait, cette association? Elle proposait tout simplement de rassembler les jeunes et leur dire « Eh ben, on va traverser la France, on va se faire entendre. Il n'est pas question de se faire ramasser comme ça. C'est pas possible. On ne pouvait pas vivre dans les situations dans lesquelles on vivait à l'époque. » Alors, avec des partenaires que nous avions rencontrés pendant la grève, nous avions décidé de manière commune, et pourquoi pas organiser une marche. Souvenez-vous, à cette époque-là, se diffuser à la télévision, dans certains journaux, les marches aux États-Unis avec le pasteur Martin Luther King ou Gandhi. Cela nous a beaucoup influencé. Donc on s'est dit, c'est peut-être la meilleure façon de se faire entendre, de ne pas répondre à la violence qu'on subissait, mais aller de manière pacifique auprès de la France profonde pour leur dire nous sommes une partie de la jeunesse française. En tous les cas, c'est comme ça que nous, on s'était présentés au départ. Cette marche,
on a décidé sans trop y croire. Moi, personnellement, je ne croyais pas du tout à cette marche, mais je me suis lancé avec ce groupe de jeunes. En avançant, tous les jours, à raison de 35 à 45 km par jour, nous avons rencontré la France profonde et honnêtement, nous avons rencontré des gens mais vraiment animés d'une force pour que l'égalité soit d'une réalité et pas simplement des discours, mais c'était des gens bien souvent qui étaient anonymes. On sentait, en sortant du quartier des Vénitieux, qu'en France, il y avait quand même une partie de la population qui était pour l'égalité. Au fur et à mesure du temps qu'on nous sommes avancés, quand on a avancé, il y a certaines revendications qui n'étaient pas les nôtres. Notre première revendication à nous, c'était les problèmes de police et de justice à l'époque, parce qu'on en souffrait assez. Le droit de vote des étrangers, c'était pas une revendication des marcheurs à l'origine, au départ. Mais au fur et à mesure du temps, avec les soutiens de la coordination nationale autour de la marche, qui était composée de beaucoup de syndicalistes et de partis politiques de gauche, bien entendu, cette revendication s'est imposée. Elle s'est imposée comme une nécessité, il y a déjà 30 ans. Avant cela, je rappelle quand même que le président de la République, Mitterrand de l'époque, avant qu'il soit... le 10 août 83, il était déjà président, il est venu nous voir à Romaguet, on l'a accueilli, et il m'avait soufflé à l'oreille, à moi et à Farouk, un des marcheurs, vous savez, nous avons proposé le droit de vote aux immigrés. On n'était pas concernés parce qu'on était nés dans ce pays, donc on se considérait au départ comme français. Mais il l'a quand même dit à l'oreille, une des propositions sur le droit de vote des étrangers, on y arrivera, ça Mitterrand, le 10 août 83 au Maguet. 30 ans après, toujours pas de droit de vote pour les étrangers. Alors, on va me dire, à l'époque, vous n'étiez pas pour, ça a été porté par des associations en soutien à la marche, vous, c'était pas dans votre démarche, et c'est vrai que c'était pas notre démarche. Mais au fur et à mesure du temps, on a regardé un peu derrière, et les premières personnes qu'on a vues derrière, c'était nos parents. J'entendais tout à l'heure quelqu'un prendre un exemple sur son papa. J'ai eu aussi, moi, des discussions avec mon père sur cette question-là. 50 ans, travaillé en France, dans des grandes usines. Mon père est arrivé en 65. Jamais de sa vie, il a pu choisir un conseiller municipal, une ministre ou un maire. Alors que, légitimement, il doit le faire. Parce qu'on doit reconnaître ce droit. Il est nécessaire. Vous savez, on nous a tellement formaté, enfin, on nous a tellement... dit que la démocratie, c'était le meilleur des systèmes, et je le crois profondément, mais je pense qu'elle doit s'accomplir. Elle doit s'accomplir dans sa totalité, et s'accomplir, c'est aussi donner ce droit de vote à cet étranger, parce que c'est une nécessité pour le vivre ensemble et pour la cohésion de la nation. Comment on peut accepter, dans un pays, des gens sont là depuis une cinquantaine d'années, qui ont travaillé, et dans le cadre des accords européens, les immigrés intra-européens peuvent voter, ils ont le droit de le faire. Mon père, qui a 50 ans dans ce pays, ne peut pas. Donc c'est difficile à tenir. Donc cette marche, elle m'a permis, en tous les cas à moi, de découvrir que c'était pas si évident que ça de lutter pour l'égalité. On fait de grandes déclarations, surtout à des moments cruciaux, importants, surtout à des moments période électorale, où on promet beaucoup de choses. Encore aujourd'hui, le droit de vote, c'est la 50e proposition. Est-ce qu'elle va rester aux oubliettes comme elle l'a resté sous Mitterrand? Est-ce que c'est encore une tactique, une énième tactique pour... Honnêtement, il faut y passer. Je crois que si ce président a annoncé qu'il veut y aller, il faut qu'il y aille franchement. J'ai entendu tout à l'heure des gens nous dire qu'il manquait 30, 40, 50 voix de parlementaires. On ne va pas me faire croire aujourd'hui que le pouvoir socialiste ne peut pas trouver ces 30 signatures en plus.